Bienvenue à tous. Là, on va débuter donc la présentation du cacao. Donc, c'est la deuxième partie. On est sur le module numéro 4. Donc, c'est méthode et cycle de production du café et du cacao. Donc, vis-à-vis de la semaine, le mois dernier, on va donc compléter l'information sur la méthode de production. Donc, il y a Javier et de mon côté, ça sera donc David Arias qui va nous rejoindre. On commencera par la session cacao. Grégory, je te laisse présenter un petit peu ton séjour à Tumaco, qui est dans une région de cacao très, très connue, en tout cas en Colombie, pour la qualité du cacao. Donc, je te laisse prendre le relais. Merci Ludo. Là, vous voyez, là, vous voyez la vidéo sur l'écran? Oui, on voit la vidéo. Ouais. Bon, super. Donc, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. D'avance, je m'excuse pour les petits désagréments qu'on va peut-être rencontrer aujourd'hui, en tout cas sur ma session. Je suis passé 2 jours dans des plantations de nos partenaires ici dans le Meta. Et on a eu de l'internet parfois non. Donc j'ai préféré pas prendre le risque de ne pas pouvoir transmettre au moment où on en avait besoin. Donc, ce matin, en plus, il y a des grosses pluies, donc il a plu ces 3 dernières nuits. C'est pas forcément évident. Voilà, je vais essayer de vous passer quelques vidéos et photos que j'ai prises des cycles de production. Pardon, il se lance tout seul. On a parlé la semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, de tout le changement du système de production traditionnel jusqu'à un système de production modélisé aujourd'hui sur les années de 2010 à 2020. Donc là, on va vous emmener sur le terrain, j'ai envie de dire. Donc le cycle, c'est-à-dire de la graine jusqu'à la production en plantation, donc tout ce cycle de développement de la fève. Et puis ensuite, on parlera avec Fabio aussi des pratiques. Donc il y a la coupe des arbres, il y a plan de fertilisation et les contrôles de maladies. Voilà, pour que vous compreniez déjà un petit peu plus l'univers du producteur, toutes les tâches qui lui incombent, la discipline que cela requiert. Donc voilà, donc on va commencer avec un petit extrait sur ce qu'on appelle le vivero, donc le vivier. C'est là où, si vous voulez, on met en terre la fève, la graine, pour qu'elle se développe. Donc je vous commenterai après avec Fabio à ce niveau-là, après chaque séquence, chaque vidéo, pour vous donner un petit retour et une contextualisation de ce qu'on vous présente. Voilà. Alors là, je lance donc le vivier. Vous verrez voir, ça c'est le plus grand vivier de Colombie. Il y a à peu près, je disais 1 million là sur le vidéo, mais je pense qu'il y en a même plus parce que derrière j'en ai découvert, donc on doit être à 1,5 million de petites plantulas. Donc de fait, qui sont des graines qui sont mises en terre. Je lance. Alors, je vais vous montrer une autre, une photo. Donc, je vais en profiter pour vous commenter un petit peu. Là, comme je vous le disais, il y a une chose que je vais ajuster dans ce que je vous disais dans la vidéo, c'est qu'en fait, il y a 2 chemins pour le producteur. Parce que c'est quand même quelque chose de très technique, le fait de mettre une graine en terre, en pot, et de la faire grandir. Donc, c'est
c'est plus simple pour les producteurs, surtout pour la majorité qui sont des petits producteurs, pas forcément formés à ce type, à ce niveau de technicité. Parce qu'en fait, vous mettez, donc déjà, il y a une sélection de graines à faire. Puis je ferai intervenir Fabio ensuite pour les détails encore plus peut-être techniques, mais on va essayer quand même de ne pas aller trop dedans parce que y a un thème complet à développer sinon. Mais en gros, il y a une sélection donc de fèves, de graines, donc de génétique à faire selon l'endroit où vous vous situez en Colombie, votre terroir, selon voilà, les caractéristiques, j'ai envie de dire, terroir, climat et région. Ensuite, donc vous venez, une fois que cette sélection est faite, vous les mettez en pot, en terre, et ensuite, le mieux, c'est que ça évolue dans des conditions maîtrisées. Donc, vous voyez, il y a tout un système d'irrigation. Tout est ordonné. Vous avez ce que vous voyez en haut, les filets que vous voyez en haut noirs. Euh, Ça permet de filtrer la lumière. Donc, voilà, donc ça leur donne une espèce d'ombre. Donc, tout ça, c'est des infrastructures très complexes qui coûtent très cher, qui ont été développés là, dans ce cas-là, par une agence de coopération internationale, dans le cadre d'un gros projet de développement dans le méta pour le cacao. Donc, c'est typiquement le type d'infrastructure que le producteur très difficilement peut accéder. Simplement, les grands entrepreneurs, voilà, on les fonds pour ce genre de choses, et puis parce qu'ils produisent commercialement et sur d'énormes étendues de terre. Donc, dans ce cas-là, le premier chemin est celui qu'on encourage parce qu'il n'y a pas cette connaissance et cette maîtrise, parce qu'ensuite, c'est une rigueur aussi de tous les jours de vigilance. Il y a en permanence dans ce vivier des gens qui passent, qui contrôlent, qui regardent. Donc, comme les producteurs ont mille et une tâches, c'est généralement difficile pour eux d'arriver à avoir cette discipline sur ces premiers mois qui sont cruciaux, parce que sinon, basiquement, la plante meurt. Donc, après 2 mois, ce que je vous disais, après 2 ou 3 mois de maturation, ça part sur les plantations. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est vrai à partir du moment où, encore une fois, le producteur, par exemple, connaît la méthode de la greffe. S'ils ne sont pas techniquement formés sur ce type d'opération, le mieux, c'est de le laisser dans le vivero 3 autres mois, où du comment ce seront les personnes en charge du vivier qui viendront poser la greffe sur la plante qui sera déjà développée sur les 2 premiers mois. Et ensuite, là, on attendrait 3 mois maximum pour le sortir et effectivement là, l'emmener sur la plantation du producteur. Fabio, Sí, ¿me oyes? Ok, entonces acabo de comentar para explicar un poco sí, la importancia de esta fase, porque básicamente si no se puede morir la plántula. Tus recomendaciones y unos comentarios de pronto de tu parte sobre este primer ciclo. sí, muy bien, muy buenos días. Eh, realmente lo que se tiene que pensar con cacao es que a última hora el cacao cayó en la parte de la reproducción vegetativa. Estaba demorado en dar ese paso en tecnología. Hasta hace muy pocos años el cacao era sembrado por semilla, ya sea siembra directa a campo o siembra directa en bolsa y después de la bolsa llevarlo al campo. Y ya ahora, pues como todos conocemos, es la clonación, o sea, la reproducción vegetativa de plántulas de cacao. Me parece que es un paso agigantado que se ha dado. El hecho es que donde están los agricultores, en zonas muy distantes de los poblados, no hay extensión, no hay mucha capacitación y el agricultor sigue sembrando cacaoteras, plantaciones de cacao con el método tradicional, que ya es una técnica obsoleta, o sea, sembrar semillas de cacao directamente en campo. Lo importante. Por favor, porque me Ah, sí. toca traducir cada vez, ¿sí? Ay, sí, perdón. Entonces, nada, tranquilo, para resumirlo en los tiempos anteriores lo que se hacía es siembra de la semilla a campo, ¿cierto? Ellos cogerían en la mazorca una semilla, le echaban ahí, ¿no? Que hoy en día es
una siembra, digamos, como decías tú, de clones, ¿no? De semillas vegetativas. Sí, ¿Sí? sí, vegetativo, Ok. C'est la injertación. différence entre... Sí, végétation. Ok. Donc, Fabio nous commentait que traditionnellement, comme on l'avait vu lié au modèle traditionnel de production à l'époque, on avait présenté le mois passé, les producteurs en fait récupéraient des fèves, donc des graines hein, à l'époque, dans leur cabosse de certains arbres. Ils ne faisaient pas forcément non plus la sélection des meilleurs matériels qu'ils avaient dans leur plantation, et puis ils les plantaient comme ça en terre, enfin ils les mettaient en terre dans leur plantation sans modélisation, c'est-à-dire sans faire attention aux espaces, sans savoir quel type de fèves ils avaient vraiment. Donc là aujourd'hui, Fabio disait, c'est un monde, puisque en fait, maintenant on vient contrôler vraiment par clonation. Donc on a une idée de la traçabilité. Et grâce à ça, et grâce à ces viviers qui se sont développés et technifiés, bah, ça permet d'avoir un contrôle sur l'aspect végétatif de la reproducción. Donc, Fabio, ¿puedes comentar para la reproducción sexual que hemos hablado? Para que la audiencia entienda también la parte asexual y la parte sexual, solo este punto en puntico. Bien, hoy día se sabe que tener cultivos propagados por semilla sexual nos genera una cantidad de individuos indeseables. Desactivación. Genera unos Fabio, individuos, ¿sí? ¿nos puede explicar qué es una semilla sexual? La semilla sexual es aquella que se obtiene cuando la flor es polinizada. Una flor hembra le cae pues el polen y se forma una semilla. En cacao se forman 50 a 60 semillas al interior de una mazorca. O sea que una mazorca posee potencialmente 50 arbolitos potenciales. Son 50 árboles. Espera, voy a traducir eso. Donc la semilla sexual, c'est la graine sexuelle, oui, la graine sexuelle, sexuelle, pardon, en français. En fait, c'est la pollinisation de la fleur de cacao qui va donner cette graine. C'est ça quand Fabio parle de la semilla sexual, on parle d'une pollinisation de la fleur par le pollen, qui donne une graine. Donc ça, c'est, voilà. Sigue, Fabio, perdón, pero yo me toca así, para la traducción, hacerlo poco Bueno. a poco. Esta descendencia se ha comprobado en cacao y en frutas, en cítricos, en mango, lo que sea, que genera individuos muy buenos y una gran cantidad de individuos indeseables, no competitivos para el agronegocio. Entonces, no competitivos. Esto llevó a una revolución en las frutas y obviamente en los cultivos industriales como cacao, como caucho, de observar en la naturaleza o por medio de ingeniería, de investigación de cruces, seleccionar los mejores árboles por diferentes comportamientos, ya sea sanitarios o eficientes en producción de frutas. Y con la técnica que existe hace millones de años, o bueno, varios años en la agronomía, por medio de injertos o acodos, de retirar del árbol excelente que observemos, retirar algunas partes vegetativas, especialmente yemas. Esas yemas son trasladadas y ubicadas a los árboles, ya sea en vivero o en campo, haciendo lo que se llama una injertación masiva, y ya comienzan a aparecer lo que llamamos los clones, que más tarde se convierten en variedades.
se clona un material y si el material responde, se convierte en una variedad y así vamos a obtener buenos rendimientos, buen sabor, buen aroma, dependiendo del objetivo de la identificación y selección. Ok, gracias Fabio. Et donc pour le résumer un peu, parce que en fait, après, ça devient très agronomique et très technique sur les principes. Mais pour vous donner l'ordre d'idée, en gros, avant, vous l'avez compris, il n'y avait pas de sélection sur les fèves qui étaient replantées dans les plantations. Le producteur prenait des fèves dans ses cabosses et puis les replantait comme ça, sans savoir vraiment si finalement l'arbre allait pousser, dans quelles conditions elle allait pousser, est-ce qu'il allait lui donner un rendement suffisant, est-ce qu'il allait lui donner de la saveur, est-ce qu'il était sensible aux maladies. Donc, tous ces aspects-là qu'on a découverts ensuite, grâce aux investigations qu'on a vues le mois passé, on en est arrivé à l'objectif de dire qu'il faut contrôler forcément la manière de replanter des arbres et des cacaoyers avec certains facteurs. Donc, il y a eu des études de fait sur différents clones. Et avant qu'un clone devienne une variété, il faut qu'il réponde à certains critères. Donc, pareil d'aromicie, comment on appelle ça, qui donne du goût, qui ne soit pas plat. Donc, c'est ce que les marchés recherchent, en tout cas sur le chocolat fin. Ensuite, qu'il ait une bonne potentialité de production, qui soit adaptable au terroir, parce qu'il y a des cacaos qui se meurent dans certaines régions et dans d'autres qui se développent. Ça, c'est dû à la caractéristique des régions, des sols, du climat, donc du terroir. Donc aujourd'hui, grâce à toutes ces investigations qui sont venues au fur et à mesure, et puis à un moment, Fabio parlait de la guéma ou de la pollinisation donc sexuelle donc par la fleur. Ça, c'est différentes techniques ensuite pour la guéma, par exemple, de greffe. C'est une toute petite, c'est à peine quand la branche à peine commence à pousser, on vient la retirer, on vient la greffer sur les pots là qui sont mis, vous voyez à l'image, qu'on a mis les graines qu'on a mis en pot. Donc voilà, donc tous ces principes-là de clonation ont permis de dégager les matériels, ce qu'on appelle matériel, donc des types végétatifs qui étaient pas productifs ou mauvais ou qui générait beaucoup de maladies, donc beaucoup de problèmes aux producteurs, et petit à petit sélectionner au fur et à mesure des investigations, parce que Pablo disait tout à l'heure, à peu près, ça peut générer une soixantaine d'individus de passer par tous ces tests, donc il faut avoir une sélection en amont pour arriver à cette fameuse variété. Et aujourd'hui, en Colombie, pour vous donner un exemple, on a à peu près 32 variétés référencées, donc qui viennent de centaines d'investigations sur clonales. Voilà, donc aujourd'hui, le vivier, c'est une grande avancée parce que ça permet d'avoir consolidé toute cette connaissance d'investigation, d'avoir transformé techniquement sur une production stable pour les producteurs. Donc maintenant, quand ils achètent leur plantulas, donc on va dire leur cacaoyer à état de bébé, pour le dire ainsi, on est certain qu'ils aient pas de problème ensuite parce qu'à un moment donné, il y a eu à une époque, on avait le producteur, au bout de 3 ans, s'apercevait que sa production ne fonctionnait pas ou qu'il avait des problèmes de maladie, etc. Donc finalement, il était victime de ce manque d'investigation et de transfert de technologie sur sa production de cacao. Voilà. Fabio, pasamos a la parte campo. Digamos que una vez que estemos en campo y que hemos hecho el transbordo, de ayer. Voilà, je vais vous mettre une petite vidéo. Ça, on est passé dans une très belle plantation, très bien tenue, qui a à peu près 15 ans d'existence. Mais avant d'aller sur celle-ci, je vais vous montrer par exemple une petite photo ici. Ludo, on voit toujours mon écran? Oui, on voit toujours ton écran. Oui, on voit toujours. Ok, parfait. Merci Ludo. Là, si vous le voyez, je vais grossir un petit peu l'image. Voilà. Vous voyez, ça, c'est l'exemple typique de la plantation qui est en train de se faire. Vous vous souvenez, le mois dernier, on a parlé de ce qu'on appelle l'ombrage temporaire pour les 2 premières années du cycle du cacao, pendant sa croissance. Je reste toujours sur le cycle pour moi parce que jusqu'à 3-4 ans, on va dire au moins 3 ans, normalement le cacao ne produit pas de cabosse. Donc il n'y a pas de revenus pour le producteur, il n'y a que des
des coûts de production pendant 3 ans, c'est aussi l'aspect difficile économiquement pour eux de temps en temps. Mais donc voilà, vous voyez, ils ont commencé à mettre, là je vous le montre encore plus grand, ce qu'on appelle le platano, donc c'est banane plantain, et ce qui va servir d'ombrage à notre cacao pendant son développement. Donc, vous voyez, ils vont replanter, là je ne sais pas si vous voyez, entre les cacaoyers et les petites plantulas, parce que le platano grandit très rapidement. Je vais peut-être montrer une autre photo où il y a un meilleur... Hop, alors. Ok, voilà. Voilà. Là, vous voyez, vous avez la plante de cacao qui est au milieu, voilà, en plein milieu de l'écran. Et puis sur la droite et la gauche, vous avez les rangées de platanos. Là, vous voyez un peu derrière les feuilles de cacao qui sortent un peu rougeâtres. Voilà, donc ça, c'est les systèmes dont on vous parlait le mois dernier, d'ombrage temporaire, qui se nécessitent pour 2 ans. Donc très souvent en Colombie, on met du platano parce que c'est très consumé dans le pays, donc le producteur est sûr de le vendre. Ça permet aussi d'avoir, bon, je vous disais, pendant 3 ans, ils ont que des coûts de production, ils n'ont pas de production. Par contre, grâce à ces systèmes de production en agroforesterie, ça permet au moins de dégager des revenus. Là, pour le coup, pour le platano, c'est tous les 9 mois. Donc, ça leur fait 2 revenus, donc un chaque année, sur 2 ans. Et puis après, il y a aussi les arbres. On va en parler un petit peu après. Pour la partie plus pension et retraite, on va dire, sur des cycles beaucoup plus longs. Voilà, tiens, une photo aussi là. Vous voyez, là, les platanos ont été coupés. Et puis, il vous reste toutes les petites rangées de cacao qui sont intercalées. Voilà, vous voyez au fond tout le platano et en intercalage, vous avez toutes les petits cacahuètes qui se sont plantés. Alors, on va attaquer directement maintenant une petite vidéo sur une entrée d'une plantation de nos partenaires. Alors, durant que la vidéo est en train de se présenter, il y a une petite question, Greg. Il y a Catherine qui nous demande la graine sexuelle, c'est la fleur ou la graine dans une cabosse? Alors, pardon Ludo, tu me disais, excuse-moi, il y a une question de Catherine sur... Sur la graine sexuelle, elle demande si c'est la fleur elle-même ou c'est une graine dans une cabosse. Non, c'est la graine qui vient de la pollinisation de la fleur. D'accord, super, merci. Non, je t'en prie. Hein, Fabio? Sí, ¿Estás? Catherine preguntaba, la semilla sexual es la que viene de la polinización de la flor, ¿cierto? sí, La semilla. insectos polinizadores, que en este caso son unos mosquitos en cacao. Las abejas no polinizan el árbol de cacao, son unos No, moscos. sí. Ah, c'est un buen comentario, Fabio. C'est vrai que beaucoup peuvent croire que la pollinisation de la fleur vient des abeilles, alors que dans le cacao, pas du tout. Ce sont des petits moustiques. Il faudrait que, d'ailleurs, je crois que j'avais réussi à en photographier un ou deux. C'est très très compliqué de les avoir parce qu'ils viennent à certaines périodes et ils sont minuscules. Donc c'est très très compliqué d'avoir des photos. Mais que vous le sachiez, c'est absolument pas les abeilles qui pollinisent le cacao, c'est vrai. C'est un bon commentaire de Fabio, nous on le fait. Mais c'est le moustique, un petit moustique. Voilà.
Mais donc voilà, Catherine, c'est ce que je te disais. C'est la graine sexuelle vient de la sexualisation de ce moustique de la fleur. Donc on dit sexuel parce que c'est par pollinisation naturelle. Donc là, comme vous avez vu sur cette première vidéo, je vais peut-être vous en mettre juste une deuxième. Allez, on y va. Et puis après, on pourra commenter. Alors, c'est sur une photo quand même. Voilà. Donc, effectivement, donc, pour reprendre très rapidement, donc, le cycle, vous avez compris, donc, c'est de la graine, donc, de la pollinisation de la fleur. Ensuite, ça va, c'est sélection génétique par clone, qu'on a réussi maintenant ici en Colombie depuis une vingtaine d'années, hein, ce travail d'investigation sur les clones. Donc là, une fois que vous avez fait votre sélection génétique, vous avez votre graine, vous passez en vivier pour faire développer pour le développement de cette graine, qui est dans un milieu contrôlé, technifié. Et une fois que vous avez les 2 mois de croissance, vous avez 3 mois pour ce qu'on appelle la greffe. Donc il y a 3 types de greffes. Donc, je passerai les détails parce que là, ça reste dans la technique. En gros, vous avez cette greffe pour, à peu près 3 mois de croissance. Et là, à 5 mois, vous l'emmenez donc sur la plantation. Une fois que vous êtes en plantation, là, bah, vous avez les fameux modèles dont on vous parlait. Donc aujourd'hui, on essaie de pousser en Colombie à travers Fabio notamment, qui a fait son travail depuis maintenant 20 ans. Pourquoi parce que c'est un meilleur. Si le producteur a un modèle, ça lui permet d'avoir une meilleure production, d'avoir un meilleur écosystème, de respecter à la fois la nature et son environnement et dans lequel est son terroir et dans lequel il évolue. Puis au niveau production, c'est beaucoup plus simple aussi pour la récolte. Comme vous le voyez, il y a des espaces. Les arbres ne se gênent pas, la lumière rentre bien. Donc là vient se greffer à ça la coupe des arbres, ce que j'appelle dans la vidéo la poda, c'est-à-dire la coupe. Il y a trois coupes majeures. Donc c'est la coupe de formation, c'est quand des arbres ont entre 18 mois et 3 ans. Donc on leur donne, si vous voulez, c'est ce qu'on peut aussi appeler la domestication de l'arbre, c'est-à-dire qu'on vient le contrôler dans son développement. Il ne faut pas qu'il sorte dans tous les sens et que les branches partent partout. On dit toujours que l'idéal, c'est d'avoir une espèce de verre à vin, si vous voulez, pour vous donner la forme. Ensuite, il y a des coupes de maintien. Donc,
fur et à mesure de sa croissance, et une coupe altura, c'est-à-dire qu'on vient couper en hauteur, on ne veut pas qu'il aille trop haut, parce que forcément les cabosses seraient compliquées à couper. Puis en même temps, ça peut fragiliser aussi l'arbre. Donc des branches peuvent se casser s'il y a trop de cabosses sur une branche, par exemple. Donc voilà, donc on essaie de maintenir, pour donner une idée, un arbre à peu près à 4 mètres de hauteur et sur une envergure de à peu près 3 mètres. Pour vous donner une idée, donc c'est aussi pour ça que vous voyez ces espacements entre les arbres qu'on appelle les surcos et caillets, c'est dans les modélisations, en largeur et en longueur. L'espacement recommandé par selon aussi la disponibilité, bien évidemment, de superficie du producteur. Donc, généralement, pour vous donner un chiffre, on est à peu près entre 900 et 1100 arbres à l'hectare. Voilà. Donc, après les 2 ans de production, là, vous voyez, bien évidemment, on a passé ces 2 ans-là. Là, on est sur une production de très longue durée. Cette plantation a à peu près 15 ans. Donc, vous voyez comment c'est très, très, très bien maintenu. Les arbres, je vous parlais de 4 mètres. On voit qu'ils sont tous à peu près à la même hauteur. Ils ont en plus technifié avec un système d'irrigation par aspersion, ce qui est génial parce qu'on a beaucoup de problèmes de sécheresse en Colombie parfois. La sécheresse s'étend en longueur. Vous le voyez, je vais agrandir un peu. Vous avez un espèce de rond qui est fait tout autour de l'arbre. Donc ça, en fait, ce qu'ils appellent le platéau. En gros, ça, c'est quand on va donner la nourriture à l'arbre. Donc, on lui fait de l'espace pour qu'il soit bien absorbé par l'arbre. Et ensuite, on vient recouvrir, vous voyez, toutes ces feuilles, ces branches, donc cette biomasse, on vient ensuite la recouvrir parce que ça protège en plus des attaques d'insectes et de maladies ou de champignons, plus précisément. Voilà, donc ça, c'est vraiment un bel exemple de production, de discipline, de gestion, d'administration de la plantation. C'est une famille, toute la famille travaille là-bas. Et c'est pour ça que vous voyez plus les bananes plantains, par exemple, ou d'autres arbres fruitiers, parce qu'ils sont sortis pour laisser la place au soleil. Par contre, là, dans le fond, vous voyez bien, intercalés entre 12 à 21 mètres, selon les configurations et selon les arbres, pour la profondeur de leurs racines et l'étendue de leur croissance. C'est ce qui nous donnera cette fameuse ombre permanente. Donc, on a 3 cycles. Là, on a le temporaire à 2 ans, et puis ensuite, on a les arbres qui ont regrandi pour remplacer le temporaire sur du long terme et qui vont nous donner à peu près l'idéal, c'est à peu près 60% de lumière, de luminosité par jour sur le cacaoyer en croissance tout le long de leur vie ensuite. Fabio, yo hablé básicamente de lo general, ¿no? Del sembrío temporal que se fue, que obviamente después da espacio a más luz y el maderable sigue creciendo para asegurar un sombrío del 40%, digamos, a lo largo de la producción de los árboles de cacao. Hablé del plateo para el abono, que está bien hecho, la biomasa también, que nutriye los suelos. Podemos ahora hablar de 2 cosas, la importancia, ¿qué viene de prácticas culturales, de la práctica cultural a los 2, 3 años cuando el sombrío se quita, planes de fertilización, poda, ¿cómo lo quieres, en qué orden lo quieres hablar para hablar del ciclo y métodos de producción? ¿Cuál sería, a partir del momento que ya quitamos el sombrío, ¿no? Bien, el cacao es una planta que tolera la sombra, no es una planta de sombra. Este concepto está cambiando y por eso ya hoy en día los máximos rendimientos se están obteniendo cuando el agricultor, después del tercer año, procede a poner el cultivo a más exposición solar, conservando apenas un 30% de la sombra original. Solamente se sabe que el cacao los 2 primeros años requiere de muy buena sombra, independiente de las especies que se asocien con él.
Ok, eso lo diré, yo diré hasta los 60%, ¿cierto? Ok, ¿Sí? bueno. Entonces, le voy a decir a nuestra audiencia si podemos hablar del plan de fertilización, los métodos de producción y la poda, que es parte de los métodos de producción, y de pronto de la práctica culturales, ¿no? ¿Si te parece? Sí, bueno. Okay. Le voy La a pla- traducir eso, Fabio, y te doy la palabra. Donc, on va maintenant parler donc le cycle, vous l'avez compris. Et puis ensuite, pour terminer le cycle, d'ailleurs, ça à peu près un cycle de production de cacao, ça va jusqu'à 20-25 ans. Hein, donc, voilà. Et ensuite, pour recommencer, maintenant, on va vous parler du plan de fertilisation et de la coupe des arbres. Ce sont des pratiques très, très, très importantes. Donc, une partie alimentaire, bien évidemment, nourrir notre cacaoyer et bien l'entretenir en croissance. J'ai touché quelques points tout à l'heure dans le détail avec Fabio. Entonces, Fabio, ¿puedes empezar? ¿Por qué? ¿Por el plan de fertilización o por la poda? ¿Qué te parece? Bien. Es decir, ese es un manejo que les voy a explicar. El árbol de cacao, la planta de cacao, después de los 2 años de establecido el cultivo, muy buena materia orgánica y lo que se llama enmiendas, empieza la fase productiva. En la fase productiva tenemos que considerar que si no hay poda, no hay luz, no hay floración y obviamente no hay producción. La poda en cacao para el trópico hay dos, se hace mínimo una vez al año, máximo dos. La época de febrero-marzo, final del verano, y en julio y agosto. Esa es la poda de mantenimiento o poda de producción. Es obligatoria la poda para que el árbol active cojines florales y produzca. Entonces, tú dices enero, febrero y agosto, julio, agosto. Sí, Agosto, septiembre. sí, no. Donc, Fabio nous insistait sur le fait qu'à partir des 2 ans, en gros, sans la coupe des arbres et sans faire ce travail de pratique culturelle et de domestication de l'arbre dans sa croissance, il y a en gros il y a un risque énorme de ne pas avoir de production. Parce qu'en fait, venir le stresser, parce que l'arbre expérience un stress en fait en lui coupant les branches, on peut l'imaginer. Ça initie tout le process de croissance de ce qu'on appelle les coussins florales, où se viennent se développer les fleurs de cacao. Donc c'est un travail obligatoire et de majeure importance, comme vous comprenez, pour la suite, sur la production. Ok, Fabio. Yo expliqué la importancia de la poda a los 2 años para domesticar, dar esta etapa de formación que genera estrés, que genera este desarrollo de cojines florales para la producción. Y luego. Sí. ¿Fabio? Sí. Me está hablando. Bueno, las fotos que acabo de pasar el video, que lo tomaste en estos días, podemos ver que el cultivo fue recién podado. O sea, estamos terminando abril, entonces febrero, marzo, y a algunos agricultores se les va la mano y lo hacen en abril. Ahí vimos pues una poda de mantenimiento hecha en febrero, marzo, abril, que estamos ya terminando pues el verano. Esa es una norma para producción. En nutrición, generalmente, como en Colombia tenemos 2 veranitos y 2 inviernos, generalmente ordenamos abonar 2 veces al año, en mayo y en septiembre, aproximadamente unos 600 gramos árbol año, o sea, 300 y 300 gramos de NPK más elementos menores.
Así, cada año se aplican de 200 a 300 gramos de cal agrícola y 2 kilos de materia orgánica. Ese es el plan genérico de nutrición que muchos agricultores lo hacen y otros pues no lo hacen dependiendo de los recursos. Nitrógeno, potasio y el tercero que es el NPK. Es el potasio, nitrógeno y el... Sí, NPK. Sí, el K, ¿qué es? Se me olvidó. Nitrógeno, potasio y... Nitrógeno, potasio, nitrógeno, fósforo y potasio. Ah, voilà, fósforo, gracias. NPK. Sí. Elementos menores. Sí. Ya lo tengo, Fabio. Solo que no lo tenía el P para el fósforo. Está bien. NPK. Donc, Fabio nous disait que par rapport au plan de fertilisation et donc à la coupe des arbres, forcément, c'est un cycle qui est étroitement lié. Donc, on commence en janvier, février, mars, ou des fois février, mars, avril, la coupe des arbres. Ça vient avec la fin de l'été, avant de rentrer sur ce qu'on appelle l'hiver ici, hein, c'est la saison des pluies, il ne fait jamais vraiment très, très froid. Et ensuite, en mai, donc vous avez la plante de fertilisation, donc l'alimentation à l'arbre. Donc là, ils sont un petit peu en avance, vous voyez, parce qu'ils ont créé, c'est ce que je vous montrais sur la photo, là, les platéos, c'est-à-dire qu'ils ont dégagé bien autour du tronc. Vous voyez, la terre donc ça permet de venir mettre l'alimentation ici et que ça ne soit pas absorbé par d'autres. En fait, on dégage les feuilles pour être sûr que l'absorption se fasse rapidement. Et ensuite, on vient recouvrir de la biomasse par-dessus. Donc, l'aliment de la fertilisation se fait en mai, à la suite de la coupe des arbres. Et pareil, il y a un autre plan de fertilisation qui est à peu près en septembre, ça fait de manière générale. Et donc, comme le disait bien Fabio, c'est une composition générique qu'on vous donne. Et en gros, c'est du nitrate, potassium et phosphore. Ensuite, il y a des applications d'éléments mineurs qu'on appelle, qui viennent renforcer les sols et ensuite un peu de matière organique. Donc, c'est un mélange de tout ça et ça, généralement, le mieux, et c'est ce qui est difficile parfois, c'est de le faire, bien sûr, avec une analyse des sols, permettant de dire, voilà, on a peut-être une déficience en potassium, donc on va lui donner un peu plus de potassium à l'alimentation, à la prochaine phase. Donc, c'est 2 fois à l'année, mai, septembre, c'est 300 grammes chaque fois. Et encore une fois, faut y aller avec des pincettes. Ces données-là sont des données génériques. Et ensuite, il faut adapter à chaque plantation, à chaque secteur. Il y a des sols plus pauvres que d'autres en matière organique, donc il faut doubler la matière organique. Il y a des sols beaucoup plus abondants en nitrogène, donc il ne faut pas mettre trop de nitrogène. Donc, voilà, tout ça, c'est des ajustements qui se font. Et voilà, au moins, ça vous donne une caractéristique globale, générale de ce qui se fait. Donc, deux coupes à l'année, une ou deux, et deux plans d'alimentation à l'année de plans de fertilisation. Nuestros amigos este ciclo, este método de producción, de pronto la parte la más, no sé, la más sensible, digamos, la más delicada, ¿no? A avisarle en, no sé, los tiempos lo más delicados para un productor, no sé, o hablamos rápidamente y cerramos con las enfermedades también, los controles biológicos y la parte práctica cultural por la vigilancia que toca dar, ¿no? Cada 8, cada 15 días en la plantación para evitar propagación. ¿Hablamos rápidamente de esta parte o qué opinas? ¿Me está preguntando a mí? Sí. No, pues yo creo que el plano de las enfermedades es un poco largo. Sin embargo, si hacemos bien las podas de formación, de mantenimiento y tenemos el cacao a una libre exposición apropiada, las enfermedades obviamente van a ser menores, porque la mayoría de enfermedades en cacao son hongos y los hongos son de oscuridad, de humedad y de alta humedad relativa. Entonces,
la práctica reina para cacao es la poda hecha a muy buen tiempo. Y obviamente con una buena nutrición vamos a tener un cultivo muy saludable. Ok. Pour terminer, c'est qu'on aimerait bien voilà, vous en dire beaucoup plus parce qu'il y a énormément de profondeur à donner sur chaque thème. Mais en gros, pour conclure sur cette session euh, et donner le contexte par rapport à la séance précédente. Donc, il y a la modélisation et les systèmes agroforestiers qui sont un petit peu la partie macro, j'ai envie de dire, du système de production. Ensuite, vous avez le cycle du cacao, donc on vous l'a expliqué aujourd'hui. Et après, la méthode de production, une fois que nous avons cette modélisation et ce système agroforestier en place, consiste à deux grosses pratiques hyper importantes, fondamentales, qui en plus évitent énormément d'attaques, que ce soit de maladies ou de champignons. La grosse problématique en Amérique latine, et d'ailleurs ailleurs, c'est l'humidité. Donc ça génère de grands problèmes de champignons. Donc pour éviter ça, c'est un peu comme les enfants, hein. C'est une très bonne alimentation, très saine, très régulière. Donc rester très vigilant aux besoins du cacao, que ce soit en eau ou en alimentation qu'on a pu voir sur les éléments qu'on a cités aujourd'hui. Et la coupe. Pourquoi? Parce que ça laisse rentrer du soleil, on diminue l'humidité sur l'arbre. Et vous voyez, par exemple, c'est aussi pour ça qu'on a cette, euh, cette couche de... Pardon, des fois, quand j'hésite, hein, c'est pour l'espagnol. Mais cette couche de biomasse que nous avons justement quand on fait les coupes à l'année, une à deux fois, sur les feuilles, les branches, des différentes choses qu'on peut aussi apporter ensuite en matière organique. Ça permet de bien réguler les sols. Donc, plus vous avez cette attention mise sur ces deux pratiques et de bien nourrir l'arbre. Et ça peut paraître idiot, hein, je peux l'entendre, mais il faut savoir que les producteurs n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, parfois, pour eux, nourrir un arbre, c'est pas vraiment. Enfin, on l'entend pas de la même manière. Vous voyez, ils peuvent donner par exemple un supplément en matière organique comme l'AIA, mais s'ils n'ajoutent pas les autres éléments qui sont dus aux études de sol, qui ne sont pas toujours, finalement, les sols s'appauvrissent et on n'a pas besoin de jeter des pesticides pour forcément appauvrir les sols. Ça peut être par manque de nourriture, par manque de moyens du producteur. Donc, c'est des pratiques culturelles qu'on essaye en tout cas, on discute beaucoup avec les producteurs pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est bien manger, quel besoin a un arbre. Donc, Fabio parlait de 600 grammes à l'année, vous voyez. Parfois, ils en donnent 200 ou 300 et pour eux, c'est suffisant. Donc, voilà, mais en gros, les axes à retenir aujourd'hui pour une belle croissance, c'est cette modélisation au départ, cette appréhension de l'écosystème. Ensuite, c'est bien avoir la technification de la croissance de l'arbre bébé, comme vous l'avez vu dans les viviers, parce que ça vous assure une garantie de bonne production, puisque tout a été bien géré dans les premiers mois. Et ensuite, fertilisation 2 fois l'année et ses coupes. Voilà, Fabio, última palabra y cerramos. ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Qué me pregunta? Última palabra y cerramos. No sé. Última palabra, ¿no? Realmente, pues el cacao es una planta demasiado noble para el manejo agronómico. Y por la nobleza, por eso a veces se cometen tantos errores en su manejo. Permite que el agricultor se equivoque y con llámese ajustes en la metodología, puede volver a recuperar el cultivo. Es un cultivo que se puede dejar hasta los 35, 40 años como eficiencia en producción. Después hay que cambiarle copa o hacer una renovación con otros materiales que ya estén en ese entonces. Pero el cacao, aquí en Colombia decimos, siembre cacao, sembrarás paz y cosecharás futuro. Sí. Me para una pregunta y ya yo concluyo. Hablan ahorita más de 20, 25 años de ciclo. Tú dices 35 en 40. Entonces, ¿cuál es
¿Cuál es la verdad ahí? No, dependiendo del suelo y de la oferta climática, porque el cambio climático está acelerando un poco la destrucción de muchos agrosistemas. Si hay buenas prácticas culturales, el cultivo puede ir un poquitico más, ¿sí? Okay. Pero como tenemos el 50-70% de agricultores un poco abandonados, con malas podas, la eficiencia está en 25, máximo 30 años. Ok, ya. Bon. Te agradezco, Fabio. Donc voilà, pour conclure, Fabio nous disait que l'arbre de cacao n'est pas rancunier, pour le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas cette traduction littérale de nobler, mais en gros, il accepte les erreurs de l'agriculteur et, comme disait Fabio, Dieu sait qu'on en a fait. Donc, il peut se récupérer l'arbre de cacao de plusieurs erreurs faites par les petits producteurs. Pour les cycles de production, donc je voulais caler bien l'information pour pas vous donner pas vous dire de bêtises, parce qu'on parle maintenant entre 20 et 25 ans de cycle ou 35 et 40. Bon, en fait, ça dépend vraiment de comment a été la gestion, l'administration de la plantation par les producteurs. Donc, plus ils en auront bien du soin, bah, plus le cycle de production est long, donc il peut atteindre 35-40 ans. Et bien évidemment, si la plantation n'a pas été bien tenue, les cycles de production tombent à 20-25 ans, puisqu'il y a une inefficience complète ensuite de production après un certain âge. Voilà, et pour conclure, pourquoi, je me permets la parenthèse, en même temps c'est la conclusion de Fabio, pourquoi Cacao de Colombie, nous, on a construit cette filière co-éthique avec des petits producteurs en zone de conflit, bah, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que cultiver du cacao, comme ils disent, c'est récolter la paix et récupérer un futur, comme il le dit lui-même. Donc c'est vrai que le cacao est devenu un peu emblématique et l'outil de la paix ici en Colombie. Donc voilà, ça fait aussi partie de notre travail d'accompagner tous ces petits producteurs dans dans l'espérance qu'ils ont que le cacao soit leur alternative future pour eux et leurs enfants, et que ça leur apporte la paix. Donc c'est très important, ces pratiques culturelles, de pouvoir les changer avec eux, voilà, pour avoir une durabilité de revenus et puis que les enfants arrêtent voilà, finalement d'aller, il y a une exode terrible vers les villes. Voilà. Donc on espère à travers ces modèles, tout le travail de Fabio, pour conclure là, bah, c'est ce qu'il a animé toutes ces années, c'est voilà, donner une durabilité, et un revenu et une dignité aux producteurs de cacao de Colombie. Voilà. J'espère que, encore une fois, désolé pour ces petits inconvénients à travers vidéo, photo. J'aurais aimé vous avoir, voilà, vous montrer tout ça en live. J'espère que ça sera dans le futur un peu plus possible. On y arrivera. C'est pas toujours simple parce qu'il y a très peu de fincas à plantation avec de l'internet et des zones assez éloignées. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura un peu, voilà, donné un peu plus de contexte encore sur l'univers de la production. Si vous avez des questions, bah, je reçois les questions rapidement parce que on a un petit peu débordé. Bon, on a un petit peu plus tard, mais j'ai un petit peu débordé. Donc voilà, s'il y a des questions, avec grand plaisir. Alors, bonjour à tous. Nous voici sur la partie cacao. On va passer au café, nous, si vous voulez bien. On va mettre donc une grande parenthèse sur un autre monde. Hein. On a commencé, nous, un module de production qui était sur l'artisanat, et donc le café artisanal. Et on va passer sur un monde différent, c'est-à-dire le café de spécialité et exotique. Donc ce sont des marchés qui sont en train de se développer énormément, notamment auprès des torréfacteurs, on va dire, qui avertis, hein, parce que c'est quand même une nouvelle tendance qui est en train de se dessiner actuellement ici en Colombie. Et donc on va commencer, nous, à décortiquer un petit peu ces deux mondes de spécialité et d'exotisme dans le café. Greg, il y a deux questions à propos du cacao là que je vois, notamment une sur Catherine qui dit, si j'ai bien compris, pour les nutriments ajoutés au sol, n'est-il pas possible d'obtenir une bonne nutrition du sol par un système agroforestier plus complet
que simplement du cacao et bananier. Pardon, excuse-moi Ludo, j'ai pas compris à un moment donné. S'il y a d'autres systèmes agroforestiers que le cacao et la banane plantain? Moi, si le système agroforestier n'est pas plus complet, s'il n'y a pas possibilité de l'agrémenter uniquement en faisant que du cacao ou de la banane, ou si possible de faire un système un peu plus, on va dire, un peu plus horizontal, plus grand, plus large, de rajouter peut-être, je sais pas, ça peut être d'autres fruits, d'autres légumes à côté pour donner un écosystème plus, une meilleure nutrition, quoi. Bah, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est en fait ces trois niveaux. Donc, c'est le fruitier, l'arbre fruitier, par exemple, qui va avec le cacao. Donc, on l'a vu dans la session précédente, il y avait la coco, par exemple, la noix de coco. Il y a le citron. On peut même mettre du caoutchouc. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une tridimension. Donc, ce système temporaire, parce que de toute façon, il le faut, donc il est généralement fruitier, parce que il faut savoir qu'il faut développer aussi un système qui permette la revente de ces fruits. Donc, selon la région dans laquelle vous allez être, il y a des fruits qui sont vendus, d'autres pas du tout. Par exemple, ici, la coco, elle se vend pas. Donc, si on mettait de la coco dans le méta, le producteur finalement se retrouvait avec un système où il n'a pas de gain par rapport à cette production de coco, alors que le platano se vend très bien. Donc, généralement, ce que vous voyez dans les fruitiers en système temporaire, c'est ceux qui se vendent dans la région. Donc, ça assure un revenu. Ensuite, la troisième dimension, c'est la barrière, ou ce qu'on peut voir, ou ce qu'on projette en bois, donc tout ce qui est boiserie. Donc, ça peut être du cèdre, du pin. Il y a différents de l'abarco ici qui marche très bien. Donc, c'est que ça vient aussi d'études, hein, parce qu'il faut savoir que selon les espèces d'arbres, l'enracinement, si on plante les cacaos trop près, ils peuvent se faire concurrence pour la nourriture, par exemple, ou alors avoir des ombrages trop denses. Donc, finalement, on n'obtient pas ce qu'on veut. Il faut trouver un développement d'arbres qui donne, comme le disait Fabien, entre 30 et 40% d'ombrage, pas plus. Après, au-delà, bah, ça crée trop d'humidité, donc des problèmes de maladie. Donc si tu veux, Catherine, en gros, pour répondre, et puis pour répondre à toutes et à tous, l'idée, c'est d'avoir cette tridimension. Aujourd'hui, ajouter encore d'autres lignes, ça peut devenir compliqué pour les sols. Et puis, il y a un cycle. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de modèles entre 3 et 4 ou 3 et 2,5 pour la densité de la population des cacaoyers à l'hectare. Tout ça se calcule par rapport à la destination qu'on a avec Fabio et tout le travail qui a été fait en amont. La population de cacao doit être entre 900 et 1100 arbres maximum. Puis, il y a aussi des pratiques culturelles pour l'agriculteur dont on a parlé avec la coupe des arbres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent passer, il faut éviter que les arbres s'entrelacent. Donc voilà, c'est aussi pour améliorer et technifier un peu le travail de l'agriculteur. Parce que quand vous avez des arbres qui poussent à 8 mètres, bon bah, chapeau pour aller couper les branches. Enfin, voilà, toutes ces choses s'accumulent. Donc, encore une fois, pour un modèle optimisé, optimal, que ce soit pour la relation nature-homme, c'est d'avoir ces trois lignes aujourd'hui. Et après, bon, pourquoi pas regarder, mais généralement, ce qu'on fait, si j'ai bien compris la question, c'est qu'on ajoute, on essaie de travailler avec eux sur du jardinage, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce ils peuvent faire un espèce de jardin où ils ont je sais pas moi, de l'oignon, du flageolet, des lentilles. Enfin voilà, ils vont créer un autre espace. Mais pour la ligne production cacao d'aujourd'hui, à part ce système tridimensionnel, voilà, il n'a pas été prouvé qu'au-delà puisse favoriser le producteur ou qu'il n'y ait pas d'ailleurs davantage de problèmes dans le suivi de la production. J'espère que j'aurai répondu à la question. Pardon, je me suis un peu laissé emporter. Enfin voilà. Super, bah, merci Grégory. Je pense qu'on a répondu à encore une fois. Désolé pour le temps. Je te laisse suivre. Il va falloir que je me mette en route. Mais merci encore à toutes et à tous. Encore une fois, mille excuses pour les petits inconvénients d'aujourd'hui. Et puis, je suis sûr que vous avez passé un très, très bon moment avec Ludo. Merci Grégory. Ben, je t'en prie. Merci. Donc, bienvenue dans le module 4 sur le café. Je vais vous présenter déjà notre invité. Hein, c'est donc David Arias,
33 ans. On est donc dans une ville qui s'appelle Ibagué, dans le département Tolima. Donc, David Arias, lui, a réalisé, ¿hace cuántos años realizó este proyecto? Más de 150 años llevando el café. Y yo ingresé al proyecto hace 6 años aproximadamente. C'est une histoire de familiale hein, qui dure plus de 150 ans. Hein. Et ça va faire 6 ans que David, lui, est vraiment dédié à l'entreprise. Hein. Donc, il a créé sa marque, qui est donc juste ici, hein, Don Ovidio. On va en parler en détail, qu'est-ce qu'il réalise, pourquoi il s'est lancé dans cette entreprise-là, quels sont ces éléments qu'il souhaite mettre en valeur. L'histoire, elle est d'abord familiale, ça commence à 150 ans. Ce projet-là, il est intéressant. Ce sont 5 générations qui ont travaillé autour du café. On va juste attendre que le petit vendeur de bananes passe. Ça fait partie du folklore de la Colombie. Normal. Donc globalement, ce sont 5 générations. Son arrière-grand-père a été producteur. Il s'est installé dans une région qui s'appelle Libano. Libano, c'est Liban hein, en français. Il y a beaucoup de pays ou de villes qui sont, on va dire, nommées en Colombie. Je vais vous présenter une carte pour que chacun puisse aussi s'orienter. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez la carte. Nous sommes situés, c'est donc ici, Ibagué, hein, c'est selon l'origine. On va nous parler, donc, l'arrière-arrière-grand-père de David est arrivé sur ces terres qui s'appelle Libano. David, ¿nos puedes explicar Líbano específico este territorio? No, bueno, il va nous expliquer un peu pardon, l'origine de ce territoire et qu'est-ce qu'il a de si important d'être à Líbano. El Líbano es una zona al norte del Tolima que se caracteriza por estar muy cerca al nevado o a los nevados. Es una zona volcánica, por lo cual tiene unas características en tierra que son muy atractivas para el cultivo en general del café. Históricamente el Líbano fue una de las primeras regiones en el Tolima en cultivar café de especialidad y durante muchos años se veían estas grandes fincas, estos terratenientes que cultivaban café en la región. Listo. Donc l'intérêt principal de Líbano, on va le voir, c'est donc très central au département de Tolima. Et puis là, on voit en passant la flèche, là on voit Los Nevados, donc il y a donc des montagnes qui va avoir une activité volcanique très intéressante et surtout très nutritive pour le café. Líbano, ça a été une des premières municipalités dans le Tolima à produire du café. Donc ça a une histoire et puis il y a vraiment beaucoup de production. C'est le département du Tolima, on en parlait ce matin avec David. C'est le 3e département producteur en Colombie. Le premier, c'est donc Huila. Le 2e, Antioquia. Et 3e, Tolima. Donc ces 3 départements, c'est en volume. On parle là donc en volume. C'est 3 départements majeurs dans la production de café. Et notamment Líbano, on voit qu'il y a quand même, là on voit les points blancs, il s'agit des montagnes, il y a un emplacement stratégique et géographique qui est très intéressant. Donc il y a beaucoup de producteurs et parfois même des très grands producteurs. En Líbano hay 2 escuelas, tú dijiste, la industria grande y el más microlotes. Sí, hace unos años, estamos hablando de más o menos 15 años, algunos productores del Líbano empezaron a darse cuenta que el negocio estaba en cultivar cafés de especialidad y exóticos. Entonces empezaron a hacer una renovación en sus cultivos y cambiar estas variedades como el Castillo, el Colombia, que se venían cultivando, y cambiaron o renovaron nuevamente por el Típica, por el Borbón, por variedades. Hace poquito un amigo de nosotros empezó a cultivar Geisha. Y aprovechando estas condiciones del terroir, estos microclimas, porque el Líbano está más o menos a 1500 metros, pero por los nevados tenemos unas heladas, unos vientos fríos que hacen que el café se comporte como si estuviera cultivado a mayor altura, pues nos da estas condiciones para empezar a cultivar y a ofrecer estos cafés exóticos
técnicos, digamos, al mercado. C'est donc Libano a une histoire un petit peu particulière parce qu'au début, ils ont commencé à produire de manière assez classique, on va dire, traditionnelle, le café. Et ensuite, sur le marché, commençaient à arriver des cafés exotiques et aussi de spécialité. Et bien entendu que ces deux produits possèdent sur le marché des prix différents qui sont nettement plus valorisés, ce qui va amener les producteurs de Libano à commencer à s'intéresser à ce type de café, ce qu'on appelle de spécialité ou exotique. Donc depuis hace cuántos años que ya el exotismo y digamos la especialidad llegó a Líbano como más digamos que algunos de los caficultores con los que trabajamos, como Tono Mararango, lleva aproximadamente unos 15 años trabajando con cafés. Ça va faire 15 ans que, on va dire, ce marché est en train de se développer. Et ce qui est intéressant dans l'emplacement aussi de Libano, c'est comme je vous le disais, on est tout proche d'un terroir qui est fondamental dans les volcans, où il y a donc un terroir vraiment intéressant pour le café. Et comme le disait David, il va y avoir des vents froids qui vont arriver des montagnes et qui vont passer à travers les plantations de café qui vont amener des conditions optimales de production de café. À Libano, c'est 1500 on est à 1500 mètres d'altitude environ à Libano, donc ça offre des conditions parfaites, optimales. On considère que l'Arabica es entre 900 y... Sí, por arriba de 800 metros en adelante se puede cultivar y es, pues, digamos, productivo, ¿no? Donc l'Arabica, lui, va être productif entre 900 jusqu'à, selon les pays, on peut arriver à 2500. Déjà, quand on considère qu'on n'est pas loin de 2000, on est déjà sur des cafés, ce qu'on appelle ici d'altura, donc d'altitude. D'accord ? Donc voilà un petit peu l'emplacement géographique et l'intérêt de ce département de Tolima. Et c'est pour ça que David, lui, y est resté, parce qu'il y a quand même un atout majeur à être proche des producteurs. Il va nous expliquer pourquoi il a réalisé ce projet-là. ¿Por qué hiciste este proyecto de seguir la tradición o llegar a este punto de exotismo? ¿Qué te hizo llegar? En primer lugar, pues fue una decisión familiar en la cual quisimos independizarnos. Nosotros inicialmente pues éramos empleados, trabajamos para diferentes empresas y queríamos como esta opción de independencia. El producto que teníamos pues era el café. Le premier élément, ça a donc été familial, une volonté familiale de vouloir être indépendant. Donc, à la recherche de cette indépendance, s'est créé donc un café qui vendait directement. Donc, c'est un petit peu aussi ce qu'on réalise avec Monde Latino, c'était d'essayer d'envoyer des cafés en vente directe avec des producteurs. El segundo motivo, ¿cuál es? El segundo motivo fue que al empezar a estudiar un poco más sobre el café, nos dimos cuenta que no existía una cultura de consumo en Colombia. No sabíamos consumir café. Por tradición consumimos muy malos cafés. Y nos parecía triste ver que los cafés por los que nos reconocen en el exterior, aquí nadie los conocía. No conocemos nuestro propio producto. Entonces lo que queríamos era mostrarle al colombiano por qué era que nos conocen como el mejor café suave del mundo. Donc le deuxième motif principal, et c'est intéressant parce que ça ouvre une problématique qui est réelle à l'échelle nationale, c'est tout simplement le fait de pouvoir offrir aux Colombiens un café de qualité. Il faut savoir que c'est un petit peu la loi du cordonnier mal chaussé ici, c'est-à-dire que beaucoup de Colombiens consomment le café de manière assez basique et ne vont pas aller chercher dans la qualité. Donc le deuxième motif que David mentionne, c'est de vouloir faire partager aux Colombiens un café de qualité et de montrer aussi tout le potentiel que le café peut avoir, mais à son public colombien. Parce que ce café-là est très connu à l'échelle internationale, mais parfois, nationalement, ça va être beaucoup plus difficile de promouvoir des cafés de qualité, par tradition, parfois par mépris, parfois par culture. Hein, c'est des éléments qui sont réels ici. Beaucoup consomment du Nescafé, alors qu'on est quand même dans le troisième pays le plus producteur de café. Donc, c'est assez triste, mais c'est une réalité sur beaucoup de pays producteurs de matières premières.
Donc, eso es una problemática en muchos Mundial. países, Sí, es mondial. mundial. Mais en tout cas, voilà un peu la deuxième raison. Alors, il va nous expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre un café exotique et un café de especialidad. ¿Cuál es la diferencia entre un café de especialidad y un café Sí, exótico? un exótico. Bueno, principalmente, digamos, Colombia se ha caracterizado siempre por producir cafés especiales. Ujú. Según la SCA, que es la Asociación de Cafés Especiales, un café especial es un café que en su puntuación de coping, de catación, Ujú. esté por encima de 80 puntos. O sea, taza limpia, dulce, con unas características que pues aquí atrás tenemos más o menos lo de la rueda de sabores del café. En exóticos, ese puntaje de, digamos, de 80 se nos queda corto, ¿no? Ujú. Buscamos cafés de 85 puntos para arriba, Ok. que ya no solo nos esté regalando, digamos, esas sensaciones de un buen café, sino que sea, como lo hablamos en algún momento, un viaje organoléptico, ¿no? Ok. Una experiencia de sabores. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, nos enfocamos en variedades y en procesos Ujú. poco comunes Al exótico. en el exótico. Sí. Donc le spécial, ça va être en fait, il y a des points qui sont attribués au café, hein, c'est des points SSCA, qui sont donc des points qu'on va attribuer pour donner une note à la tasse. Donc le café de spécialité, le maximum de points qu'on va obtenir, c'est 100. Et pour être classifié comme café de spécialité, il faut d'abord commencer par 80. À partir du moment où on arrive à 80 points, où là on a 10 critères en fait, ça va être 10 critères qui vont être sélectionnés. Donc les critères, il y en a plusieurs, hein, c'est si la tasse est propre, l'équilibre, il y a également l'arrière-goût, il va y avoir le sucre, il va y avoir l'acide. Et donc là, ce sont on passe à la catation, hein, ce qu'on appelle ici la catation, c'est la dégustation, on va attribuer une note. Donc pour la spécialité, il faut au minimum 80, d'accord? Pour l'exotique, là, on va beaucoup plus haut, on débute à 85 et on va aller chercher des saveurs beaucoup plus exotiques, notamment ce qu'on voit derrière nous avec cette roue de saveurs, où sur cette roue, en fait, on a tout le panel de ce que peut offrir en goût et en arôme et en parfum une tasse de café. Donc c'est complexe, hein, c'est long. Et donc l'exotisme, lui, va aller chercher vraiment la note, aussi la variété. On en a deux ici, on va vous présenter les deux cas de figure, mais on va aller chercher des variétés beaucoup plus exotiques. Donc, pour ne pas citer, il y a le bourbon, il y a le geisha, que hay de exótico ahí también, el wilbush, el tabi. El tabi, tenemos el mocha. Le mocha aussi. La uina. Donc, toutes ces variétés vont rentrer dans la catégorie exotique et on va aller sur des notes beaucoup plus hautes. ¿D'accord? Empezamos con cuál. ¿Quieres presentarnos una especialidad, digamos? Bueno, on va commencer par les spécialités. Il va nous montrer esta variedad que es un caturra. Es una variedad, digamos, más común en sí. cultivo. Pero tiene un proceso de secado que es muy interesante, que es el proceso natural. En el proceso natural secamos el café con todo y cereza y eso le va a dar unas notas más frutales, más a chocolate. Y en el caso de este café, que tiene una fermentación prolongada de unas 140 horas, le va a dar unas notas espaciadas como a canela. Entonces aquí vemos como un café especial, como el Caturra, puede llegar a volverse o tirar al exótico por el proceso. Listo. Donc là, on a le premier produit, donc il s'agit d'un Caturra, on en parlait sur le troisième module ou le deuxième. C'est une variété assez commune en Colombie pour la raison que le Caturra est une variété assez forte face, on va dire, aux maladies. Et donc là, il y a un process un petit peu particulier parce qu'il est naturel. On en parlait au précédent module. Il s'agit que là, on va garder la pulpe du fruit. On ne va pas faire un secado, on ne va pas sécher le grain. On va d'abord sécher avec la pulpe, ce qui va donner donc des variantes dans la tasse importantes, beaucoup plus sucrées, beaucoup plus fruitées. Et on n'est pas loin de la frontière, disons, exotique. Si on regarde un petit peu le profil de tasse de celui-ci, on a donc de l'acide acide citrique. C'est ensuite l'acidité citrique, ensuite on va avoir un corps juteux, on va avoir des notes de fraises
mûr et un peu de du résidu chocolat. Donc c'est assez complexe hein, tout de même. On s'aperçoit que c'est quand même un travail. Donc on va continuer la présentation sur le café de spécialité et exotique. Donc on était nous sur le sujet exotique. Voilà. Typiquement, si si usamos la rueda de sabores en la especialidad, ¿por cuál rango vamos? Bueno, los cafés tradicionales del Tolima tienden a ser cítricos. Entonces, tenemos acá como un ácido cítrico. Tenemos a tener sabores afrutados a frutos amarillos. El dulce tiende a ser a lo que es miel, o bueno, melaza de caña o panela. Y algunos sabores a nueces, almendras y a chocolate. Eso es lo tradicional. Pour le traditionnel et l'exotique, donc pour le Tolima, on va beaucoup se concentrer sur le citrique. Hein, donc là, il y a plusieurs acidités qu'on va présenter. On peut également aller sur du fruité. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a du citron, on va dire il y a du citrique, il y a des fruits secs, il y a également des baies. On va avoir aussi un peu de floral. Donc là, le floral, on peut toucher donc un peu la rose, du jasmin. Hein, c'est ce qui est ça, c'est quasiment l'exotique. Donc là, le jasmin ici, là, c'est la fleur de café qu'on appelle masala. Et donc, il y a également un peu de notes chocolat. Ça, c'est pour les cafés de spécialité dans ces grands traits. D'accord Pour l'exotico, ahí casi todo. El exótico ya tiende hacia los frutos rojos, más como hacia las mermeladas, o sea, frutos rojos muy dulces, o frutos amarillos muy dulces también. Ya tienden a ser más florales y los dulces son más delicados, como la vainilla o como la miel de abejas, que son mucho más delicados. Y ya en vez de nueces empiezan a tener sabores de especias, ¿no? Canela, anís, todo este tema especial. Donc l'exotique, on va se concentrer beaucoup sur le fruité, hein, avec également des notes florales qui vont être plus subtiles, notamment la vanille, avec des sucres aussi plus délicats comme le miel. Et on va s'orienter sur aussi quelques épices, où là on peut trouver de la cannelle, on peut trouver de la muscade, on peut trouver également de l'anis, ou même du clou de girofle. C'est des petites notes qui vont être perceptibles vraiment selon les process de filtration aussi. On va demander à David quel est l'enjeu aussi. Est-ce que c'est plus complexe de produire ces cafés-là dans la production qu'un conventionnel, ou quel serait le degré de complexité entre l'artisanal, le classique, disons, l'exotique et les spéciales? Yo quería preguntarte si en el modelo tradicional, especial y exótico, ¿cuál sería? Entonces, ¿cuál sería? Bueno, obviamente, digamos, los procesos exóticos en finca son mucho más rigurosos que los tradicionales. Los especiales, pues, ha sido como ese puente en el que hemos ido caminando desde hace muchos años hasta llegar a estos nuevos procesos digamos, de entender ya como caficultores qué microorganismos funcionan en las fermentaciones, cómo el terroir en general afecta a mi planta, cómo la variedad y la genética de la variedad afecta a los sabores. Entonces, entre, digamos, más exótico sea mi producto final, tengo que tener mayores conocimientos aplicados en finca para que el café me dé un buen resultado. Donc, dans l'échelle, le classique est le plus facile à produire, et puis la spécialité a un petit peu été le guillon qui a permis, le trait d'union, pardon, qui a permis d'arriver au café exotique. Pour l'exotique, typiquement, c'est un travail beaucoup plus appliqué qui est fait dans la finca, que ce soit en termes de production, de fermentation. On va avoir aussi une connaissance beaucoup plus pointue des micro-organismes qui réagissent au café. Donc le producteur, lui, doit être beaucoup plus attentif. Il
y a une rentabilité moindre, la rentabilidad es menor, por comparación educativa, digamos. No, ¿No? de por sí ahí sacrificamos productividad, porque en los comercios o en el comercio de cafés especiales tenemos o buscamos mayor productividad, ¿no? Que la finca produzca mucho porque nos van a pagar por volumen. En los exóticos buscamos calidad, entonces la producción es menor, los tiempos son mayores porque los secados, las fermentaciones, todo requiere muchas más horas, pero son cafés mucho más rentables para el caficultor. Donc, c'est des cafés exotiques qui sont beaucoup plus complexes. Chaque étape va être en fait détaillée et puis beaucoup plus pointue sur tous les éléments, ce qui va donner aussi un prix plus important. Mais on va aller dans l'excellence, on va aller dans la recherche de qualité, on ne va pas aller dans la recherche de volume. Donc, ça, c'est beaucoup plus méticuleux. Donc, la production est plus lente pour le fait que ça soit souvent des variétés qui ont une croissance plus lente. Ensuite, on va avoir également le séchage qui va être plus lent, parce qu'il y a des fermentations spécifiques qui vont être aussi attribuées et qui vont être aussi plus longues. Donc, toutes ces étapes-là s'accumulent, va donner donc une production, on va dire, une fenêtre de production beaucoup plus grande que le café conventionnel. Mais au final, le producteur, lui, s'y retrouve parce qu'à la vente, on arrive sur un produit qui est beaucoup plus cher et qui est sur, on va dire, une qualité, comme on le disait sur les points, qui ne va jamais en dessous de 85 en général. C'est la moyenne, donc c'est quand même des cafés qui sont, on pourrait considérer un petit peu comme dans le vin des grands crus. Hein. On va pas loin d'une excellence gourmet. Tú, por típico, digamos, ¿cuál se vende más o cuál es el más accesible para el público? Bueno, pues hay que mirar dependiendo como del mercado. Los que compran un café exótico, y lo habíamos hablado anteriormente, lo comparamos con el vino, ¿no? El que quiere comprar un café de estos es porque aprecia una experiencia organoléptica de sabores, aromas, y buscan esa taza como vivir esa experiencia de sabores, ¿no? Entonces está dispuesto a pagar por eso. La mayoría del mercado se da en cafés tradicionales, casi que el 1% del mercado internacional se está dando en estos cafés exóticos muy raros que se producen en microlotes, a veces solo, por ejemplo, la producción del caficultor solo sale 70 kilos de café y no más. Entonces 70 kilos para un mercado internacional pues no es nada, y son mercados muy pequeños. El especial ha venido tomando más protagonismo. Son cafés limpios, buenos, ricos, una experiencia organoléptica buena, pero no tan profunda. En eso tenemos un mejor mercado. A nivel nacional en Colombia, y yo creo que internacional, la mayoría de mercados se van a cafés de consumo, económicos, tostaciones altas, solo sabores amargos, buscando más como esa caféine que te despierta y no más. Donc, je lui ai demandé un petit peu quel café était le plus consommé. Et c'est vrai que du coup, l'exotique, comme c'est un travail beaucoup plus élaboré, un prix nettement plus supérieur aussi, il faut considérer que lorsqu'on s'attaque on va dire, à ce type de produit, c'est un voyage, comme on en parlait hier, c'est un voyage de saveur. On va ouvrir en fait beaucoup, on va dire, l'esprit du café va, pour moi en tout cas, obtenir vraiment son sens. On va avoir un voyage sensoriel et gustatif vraiment important. C'est un petit peu comme une excellente bouteille de vin. On l'ouvre, on le boit pas tous les matins, enfin en tout cas pour le café, pas pour le vin. On va le boire de manière plus délicate, on est prêt en fait. On se prépare aussi à une expérience beaucoup plus pointue. Et le café exotique va dans ce type de consommation. D'accord ? Donc, bien entendu que ce n'est pas dédié à tout le monde, mais j'invite les gens à le consommer de manière ou à l'acheter en petite quantité, un sachet de 250 grammes, pour vivre en fait ce voyage que moi j'ai connu en goûtant ces cafés, et notamment, pour ne pas citer ceux de Donald Vidéo, qui offre une palette et un monde autour du café qui est complètement différent. Donc, bien entendu que ceux qui vont se dédier à ce type de produit, il faut se préparer un petit peu, il faut être un peu plus méticuleux dans
préparation aussi du filtré, mais c'est en tout cas une porte de saveur qui va s'ouvrir à vous. Pour le spécialité, c'est un produit qui va être plus connu à l'échelle internationale. Un porcentaje, me estás diciendo? Sí, aproximadamente. On va aller sur 1 ou 2% sur le marché. Voilà ce que représente le café exotique. Et la spécialité va être en tout cas le plus massif et va aller sur un usage beaucoup plus quotidien, plus accessible aussi en termes de prix. Et on va dire, certains vont même aller chercher, on va dire, un profil de tasse qui va s'approcher du chocolat, de la mer, de la puissance en tasse, de ce que parfois le consommateur attend du café. C'est qu'on attend, lorsqu'on parle de café, certains disent je voudrais me réveiller avec un café. Bon, très honnêtement, c'est un petit peu, c'est réel, mais c'est pas non plus, c'est un peu légendaire. En tout cas, le café va amener le café de spécialité à un usage beaucoup plus quotidien. Donc, c'est deux marchés complètement différents. Et dans l'achat aussi, il faut considérer que c'est deux attentes différentes qui sont présentées. ¿Tienes algunos de pronto detalle, algo que querías comentar al público francés que se escucha? Sea interesante. Bueno, hay muchas cosas que Sí. hablar del café, pero digamos que valorar y cambiar un poco la percepción del consumo del café, de ese consumo tradicional, a un consumo más especializado, no es solo una forma de beneficiarnos como consumidores, porque estamos consumiendo algo mejor, ¿no? Algo más rico, y yo creo que las personas que empiezan en este mundo de los cafés especiales y exóticos muy difícilmente se regresan a consumir un mal café porque se nota la diferencia. Pero el conocer por qué ese café no solo sabe lo que sabe, sino vale y cuesta lo que cuesta. Estamos hablando de que para un caficultor tradicional, después de recolectar la semilla, dejarlo fermentando unas 24 horas, lo lava, lo seca una semanita, ¿no? Entonces, en el transcurso de 8 días ya tiene una materia prima, versus un caficultor de un café exótico que lo recolecta, lo deja más o menos una semana fermentando, después si lo deja bajo un proceso natural, lo deja un mes secando. Entonces, y que requiere mucho más cuidado, mide pHs, mide temperatura para poder replicar, porque pues, si un cliente le gusta el café, él tiene que el otro mes tratar de ofrecerle lo mismo o mejor. Entonces, claro, tenemos un producto de un mes de cuidado, ¿sí? a otro que tiene una semana de cuidado. Y eso le ha costado mucho al caficultor. Y todos damos por sentado eso. Entonces, esta tarea de conocer, así como en los vinos, ¿no? El terroir, la variedad, por qué los sabores, la genética, nos hace valorar mucho más, digamos, el consumir una taza de café. Je lui demandais un petit peu la parole qu'il pourrait nous transmettre, un petit peu son point de vue personnel. Ce qu'il invite à faire, c'est vraiment aux gens de vouloir ouvrir cette porte à l'exotisme, au café de spécialité, parce que c'est un produit qui est similaire, on va dire, sur plusieurs pays, mais une fois qu'on a ouvert ces portes-là, du café de spécialité ou exotique, c'est difficile de faire marche arrière, parce qu'on voit clairement la différence en termes, on le sent, on le goûte, et on comprend ensuite aussi le monde quand on est en train de vous parler de ce café un petit peu différent du café de quotidien que les gens et la plupart des consommateurs, on va dire, filtrent chaque matin. Donc, il invite vraiment les gens à pousser cette porte et vous allez vite constater qu'en allant sur ce chemin-là, vous ne pourrez jamais faire marche arrière. Parce que comme il le mentionnait, un café assez conventionnel, on est sur une semaine de traitement, disons, entre la récolte et le séchage. Sur un café exotique, on va sur 1 mois, voire 2 mois de process qui vont être, tous les détails vont être enregistrés, paramétrés.
pour justement arriver sur un produit qui va être répliqué ensuite, reproduit. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une récolte, on commence à enregistrer tous les paramètres et ensuite on le goûte. Mais le but, c'est aussi de renouveler l'expérience pour pouvoir le vendre. Donc, tous ces petits paramètres s'accumulent et le temps aussi. Et bien entendu que la tasse offre un voyage complètement différent autour de la saveur. Donc le message principal que David nous offre, c'est ouvrez cette porte du café de spécialité, de l'exotisme, et vous verrez qu'après, vous ne pourrez jamais refaire marche arrière parce que vous allez vite constater que les produits qui sont vendus dans les supermarchés ne possèdent en rien les mêmes propriétés et restent des cafés qui sont aussi des produits de matières premières qui sont nettement plus sains. Le café qui est proposé dans les supermarchés, ce sont des cafés où on se demande parfois si le café est là. Estoy diciendo que el café de supermercado a veces nos pregunta si realmente tiene café. El sabor es algo que nada que ver, son dos mundos diferentes y el proceso es... Y el relacionamiento, hay un tema interesante de consumir, digamos, este tipo de cafés, y es que sabes quién es el caficultor, sabes de qué región viene, sabes hasta de qué lote sacó el café. Entonces, eso es un lujo. Es verdad. Il nous est en train de nous expliquer la traçabilité, en fait. La traçabilité, le fait de savoir que sur cette petite étiquette qui est présentée ici, on a l'origine, on va avoir le producteur, on va avoir la variété, on va avoir le profil de tasse et également par le biais de la page qui est présente par le Monde Latino, on met une photo du producteur, on voit également le profil également de la tasse. Donc il y a tous les détails, toute la traçabilité, il y a quasiment toute l'information disponible et comme le dit David, ça c'est un luxe. Et ce luxe-là, nous on le présente parce que ça nous paraît, ça permet en tout cas aux consommateurs d'être totalement en confiance avec le produit. Alors que si vous comparez le café qui est présent dans les supermarchés, toute cette information qu'on vous mentionne, vous constaterez rapidement que rien n'est mentionné. Et si rien n'est mentionné, c'est qu'il y a, comme on dit en français, anguille sous roche, quoi. Il y a un problème, où il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Beaucoup de cafés qui sont vendus dans les supermarchés, ils vont rester sur le nom Colombie. Mais la Colombie, c'est grand, il y a des départements, il y a des producteurs, il y a des micro-lots. Et nous, en fait, on présente en fait, l'intégralité et ce qui permet aussi de différencier énormément le produit. Et le consommateur, lui, est en relation directe avec le producteur. C'est aussi notre volonté pour éveiller d'une part le consommateur et aider le producteur. Y en esta relación de trazabilidad que tú comentas, hay una relación que se nace entre el consumidor y el productor, diciendo el consumidor conoce al productor y el productor sabe a qué va su café. Entonces esto genera también una confianza mutual que para mí ya la magia opera. Cuando una vez llegamos a eso. El caficultor colombiano que le ha apostado a este mundo del café exótico trabaja todo lo duro que trabaja para regalarle al consumidor una experiencia. Entonces, cuando el consumidor está tomando esa taza y ese perfil, tiene que tener en cuenta que lo que está tomando fue pensado. ¿Sí? No fue una coincidencia, nos dio muy bueno el café. No. Fue pensado para que tuviera esa experiencia, para que disfrutara de ese café. Y nosotros en particular, que trabajamos con varias familias caficultoras en toda la región del Tolima, norte, sur, oriente del Tolima, hemos visto el orgullo que siente una familia caficultora cuando dicen mi café se sirve en Francia, en tal sitio, y es un motivo de orgullo y de felicidad. De valorisation. C'est exactement la philosophie, c'est ce qui nous fait venir, hein, c'est ce qui nous hace unir nosotros también. C'est justement cette philosophie qui nous unit, c'est, comme il dit, toute la valorisation du producteur. Le producteur, lui, va donner beaucoup d'amour et beaucoup de détails à ce café-là, de spécialité ou exotique, et de voir que le consommateur, lui, le valorise aussi, ça va faire une valorisation, on va dire, mutuelle,
où le producteur va se sentir fier de son café, il va être fier aussi qu'il se vend dans différents pays du monde. Et cette valorisation, pour moi, elle est vitale pour le producteur. Parce que quand on va sur un schéma de coopérative, la coopérative, le producteur devient un numéro. Une fois qu'il arrive à la coopérative, le producteur devient un numéro. C'est plus, on va dire, Omar Arango, où là, c'est plus un collectif d'associatifs de coopérative. On va dire que la coopérative va vraiment quitter la valorisation au producteur. Alors que dans nos vidéos, enfin la marque dans nos vidéos et Monde Latino, on fait tout l'inverse, justement, on valorise le producteur pour que justement il soit fier de ce qu'il réalise et qu'il y mette à chaque fois l'engouement chaque année de pouvoir se dire je continue et je suis valorisé. On voit, on a des photos de moi, on a des photos de ma plantation, le prix est juste, il y a un prix qui est fixé par le producteur, donc tout ça va complémenter et va amener au producteur à dire je continue dans ce schéma-là, et lui est beaucoup plus gagnant parce que le produit est plus rentable, en tout cas pour le producteur. C'est une belle conclusion qui, je pense, qui va bientôt se réaliser pour le temps qui nous reste, mais c'est un peu la conclusion que je voudrais apporter. C'est cette union qu'on souhaite nous transmettre, David, et également Monde Latino pour mon cas, de vouloir créer ce pont entre le consommateur et le producteur. Et nous, on s'occupe de réaliser cette connexion. Et cette connexion, elle se fait aussi à travers l'éducation, à travers l'information et à travers tous les détails qu'on vous présente dans les modules et qu'on présente aussi sur nos pages web respectives pour essayer de tout simplement avertir et avoir une conscience plus globale. Última palabra, no sé si tienes una. Oui. Sí, oui. Bueno, no, el mundo del café es un mundo muy bonito por muchas razones, pero yo creo que una de las principales es que cuando tenemos un consumidor culto alrededor del café, no solo está consumiendo un buen producto, sino que tiene impacto social. Sobre todo en un país como Colombia, donde la violencia y la pobreza han sido parte de nuestra historia. El lograr que un caficultor tenga la oportunidad de enviar a sus hijos al colegio, a la universidad. Ya vemos algunos caficultores que han logrado esto y ya son tercera, cuarta generación, pero el caficultor es agrónomo titulado, que ya por esa oportunidad que tuvo de salir, de estudiar, de conocer, mete todo ese conocimiento en un café y empezamos a ver cafés de mayor calidad cada vez más. Y eso es el resultado de ¿qué? Del consumidor. Del consumidor que paga bien por esos cafés. Entonces, más allá de, obviamente, la experiencia, porque lo que pagamos es algo que consumimos, que nos agrada, nos parece rico, pues entender que cada vez que consumimos un café de esta categoría, estamos aportando socialmente a una sociedad impactada por la pobreza, por la violencia, por todo esto, y yo creo que eso es algo a recalcar. Tú eres un resultado de este camino, digamos. Sí, yo soy el resultado de este camino de tener a mis familiares en la finca, ir pasando de generación en generación hasta que por fin tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, de estudiar y de volver al campo, no quedarnos trabajando, que era lo que habíamos hecho inicialmente, sino de volver al campo y decir, apliquemos todo este conocimiento al campo para tener un mejor producto. Le petit dernier mot de la fin, et c'est vrai que c'est important, David nous explique le fait de la consommation. Quel est l'impact du consommateur sur le café? Et ça, c'est un élément principal parce qu'effectivement, en consommant du café de meilleure qualité avec une plus grande valorisation sur le producteur, lui, va avoir bien sûr on va dire, sa réciprocité lorsqu'il de l'achat. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aussi compléter sa famille va pouvoir étudier, ils vont pouvoir continuer le développement de la finca, ils vont également pouvoir offrir une autre perspective, et cette perspective qui est offerte, elle s'offre grâce au consommateur qui va être plus averti, qui va être aussi avec un impact, comme il disait, social, il va y avoir aussi un impact environnemental, d'intégration et de valorisation, comme on le disait. Donc c'est
c'est vraiment important aussi que le choix du consommateur va amener en tout cas des conséquences positives ou négatives sur, on va dire, le bien commun que nous sommes et qui en plus durant cette pandémie est plus qu'important, j'estime, parce qu'on se rend compte aussi des limites de certains systèmes et notamment de mieux consommer va amener aussi une plus grande valorisation. Donc c'est un point de conclusion que David voulait apporter qui me paraît plus qu'important parce que c'est aussi le pourquoi de nos deux missions, parce qu'on est deux identités différentes, mais qui travaillent dans une philosophie commune. Donc, voilà aussi l'enjeu du consommateur. L'enjeu du consommateur, on en reviendra aussi dans différents modules, mais le consommateur a une influence sur la méthode de production, bien entendu, parce que s'il n'y a pas l'offre et la demande va forcément s'équilibrer. Et si la demande ne se concentre pas à mieux consommer, eh bien entendu que le producteur, lui, va en perdre un petit peu dans le schéma. Donc voilà un petit peu le mot de la conclusion. Bon, désolé encore pour ce petit problème technique qu'on a eu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je voulais remercier. Merci beaucoup, David. Non, j'ai pas eu besoin de traduire. Merci beaucoup, David, pour son travail. C'est un grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec lui parce que c'est vrai que ça va faire 1 an qu'on travaille, donc c'est pas très vieux, mais on a une philosophie une synergie qui nous pousse à être là tous les deux et à pouvoir vous présenter un produit complètement différent. Et donc voilà un peu le message. N'hésitez pas à partager. On va mettre en ligne cette vidéo, donc en une partie pour les gens qui nous ont quittés à cause du problème technique. J'espère dans 2 semaines environ. On pourra le mettre en ligne. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions auxiliaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous voulez en savoir plus sur Dono Video, vous pouvez vous connecter sur Monde Latino. Pour ceux qui parlent espagnol, vous pouvez également lui écrire sur la page web Dono Video qui est située donc à Ibagué. Merci encore à tous pour votre présence et pour ceux qui ont été les plus patients pour revenir suite aux problèmes techniques. Et puis, je vous dis donc au mois prochain, donc on aura une intervention qui traitera là, par contre, le post-récolte, donc c'est après récolte. Ce sera un peu plus technique, mais globalement, c'est le découlement principal aussi de notre module. Donc, le prochain mois, vous serez donc avec nous pour la date du 30 mai. C'est le dernier lundi du mois. Donc, on sera sur une autre thème qui sera aussi probablement un invité qui est ami de David. Encore merci et je vous souhaite écoutez, une très belle semaine et au mois prochain. Allez, gros bisous à tous et merci encore.